Mercredi 24 janvier, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte toute l'actualité en 26 minutes. Ce soir, nous allons parler du dossier EDM qui a connu des rebondissements, des développements en début de semaine. Ensuite, nous évoquerons le Sénégal où les candidats retenus pour la présidentielle sont désormais connus et il y a deux exclus d'envergure. Nous en parlerons tout de suite avec nos deux invités du soir. D'abord, Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Mali Clé. Bonsoir, M. Sow. Bonsoir, M. Haïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, merci. Et M. Laya Diarra du Soir de Bamako. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, Haïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Je le disais tout de suite, le dossier ou l'affaire EDM, comme vous le voulez, a connu plusieurs développements en début de semaine, notamment lundi. Il y a plusieurs mandats de dépôt qui ont été décernés contre plusieurs personnalités, notamment l'ex-ministre de l'Énergie, des mines et de l'eau, Lamine Seydou Traoré, des ex-directeurs de l'EDM et aussi un opérateur économique très connu, Mamala notamment. Une première question pour vous, M. Diarra. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire? Quelle est votre analyse? Bon, merci, M. Haïdara. Vous savez, ce dossier EDM, il est suivi de près. Il est suivi par tous les Maliens. C'est une bombe, si je peux m'exprimer ainsi. Et quand le problème a éclaté, tout est parti de délestage sauvage que nous vivons, que nous subissons. Et la sortie de Madame le ministre, qui a fait des révélations explosives. Et les gens même étaient pressés parce que, après la sortie de Madame, les gens pensaient que tout de suite, on aura l'électricité, c'est-à-dire que c'est fini le délestage. Alors que depuis le jour où elle faisait ces déclarations, elle a dit qu'on n'aura pas la solution tout de suite. Ça veut dire que ce n'est pas d'un coup de baguette magique que les choses vont changer. Mais elle avait promis des améliorations. Ça va aller. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à la base de ce problème? Il y a eu des faits. C'est ce qui a entraîné les conséquences de certains agissements. Et aujourd'hui, tout est en train d'être mis à nu. Avec les interpellations auxquelles on assiste, parce que depuis le début du mois, la mi-mois passé, je crois que la brigade du pôle a commencé à faire des interpellations et des auditions. Et on s'est dit que, voilà, parce que même bien avant aussi, les gens se disent que non, ça c'est du vent, ça va passer, qu'il y a des intouchables dans cette affaire. Et la justice, le temps de la justice aussi n'est pas le temps des autres, quoi. La justice a son agenda. Et je me réjouis que le ministre, même à la faveur de la rentrée de la semaine de la justice, qu'elle a rassuré, elle a donné des assurances par rapport au dossier de corruption, d'atteinte aux biens publics. Et pour ce qui est du cas de EDM, dont tout le monde parle, qui cristallise l'attention aujourd'hui, et avec l'interpellation et l'incarcération de hauts cadres de la société et du ministre et des acolytes, parce qu'il y a des hommes d'affaires aussi qui sont dans cette affaire-là. Moi, je crois que c'est un signe que la justice travaille à mettre la lumière sur cette affaire. Ceux qui sont arrêtés, il ne faut pas croire que c'est seulement ces personnalités seulement qui sont impliquées dans cette affaire. Hein. Il y a d'autres. Et j'ose croire que dans cette affaire, toutes les têtes vont tomber. Et c'est pour le plus grand bien du peuple malien. Alors, juste pour rappeler, c'est important, les personnalités sont toujours présumées innocentes jusqu'à preuve je n'en disconviens pas. C'est une liste de formation, je le sais. Mais les faits sont têtus. Je crois qu'après tout ce que Madame a dit, on ne peut pas arriver à ce stade dans le déroulement du dossier et qu'après on nous dise que vraiment il n'y a rien. Le Malien ne comprendra pas ça. Le Malien ne comprendra pas ça. On va jusqu'au bout de ce dossier et les Maliens suivent de près, les autorités le savent. On regarde la justice. Parce que dans ce pays-là, ce n'est pas long. Maintenant, longtemps la justice quand même est décriée. Et je crois qu'elle est en train de prouver au peuple malien qu'elle est là pour ce peuple, pour faire le travail qu'on attend d'elle.
Et Alors, c'est ce qui est en cours. Monsieur Sow, il a évoqué interpellation de plusieurs personnalités. On l'avait cité, l'ex-ministre de l'énergie, des mines et de l'eau, des hauts cadres de l'EDM, notamment 2 ex-directeurs, aussi, là, des personnes que l'on pensait intouchables. Est-ce qu'avec ces interpellations, on a atteint aujourd'hui un autre seuil? Un autre seuil, j'espère que j'ai compris, par un autre seuil. En fait, ce qui est important de comprendre dans ce dossier-là, c'est que d'abord, comme vous l'avez dit, ils sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie. Mais déjà, je crois que sur la base des informations que les autorités judiciaires disposent, ils sont suffisamment impliqués dans le dossier pour être mis au mandat, pour éviter que des informations puissent fuiter ou puissent empêcher la manifestation réelle de la vérité dans l'affaire. Mais visiblement, ce n'est pas tout. Apparemment, il y a d'autres personnalités concernées qui risquent d'être interpellées ou qui ont dû être interpellées peut-être dans la plus grande discrétion. Ça aussi, c'est possible, ça rentre dans le cadre de la justice. Mais quand on réfléchit bien sur le dossier, comme il a dit, c'est un dossier un peu... c'est pas compliqué pour les experts en droit. Il y a eu un montant qui a été décaissé. Ce montant n'est pas arrivé à destination. Ou bien ça a été décaissé. L'objectif pour lequel c'est décaissé n'a pas été atteint. Soit les machines n'ont pas été achetées, ou les machines qui ont été achetées sont défectueuses. L'argent, il est allé où? Qui l'a décaissé? C'est allé chez qui sont intervenus pendant le processus de la passation de marché. Et pour comprendre tout cela, la justice a fait des investigations avant de procéder à les arrestations. Et ces investigations ont montré qu'il y a des personnalités qui doivent être impliquées si la procédure est passée normalement. Parce que quand on est responsable d'un service, on ne peut pas poser des actes à ton insu. Il faut que tu sois impliqué, il faut que tu sois informé d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a même des signatures qui risquent d'être faites à votre nom. Et c'est difficile que ce soit fait à votre insu. Donc, si on part sur cette base-là, ces personnalités-là ont été interpellées. Et les questions et réponses ont motivé leur mise sous mandat pour la justice. Mais quand on fait un peu l'historique, c'est que le grand frère l'a dit, c'est quand Madame le ministre est sortie sur la télévision nationale qu'elle a fait un certain nombre de révélations. Mais la justice n'a pas suivi Madame, en fait, parce que je la comprends, elle, sa position. Quand elle dit que les citernes ont disparu, on peut comprendre ça parce que sur les champs, pour elle, elle ne les voit pas, donc pour elle, elle les appelle des disparus. Et pour la justice, ce n'est pas des citernes disparues. Mais il y a eu des infractions qui ont été commises au cours du processus. Ouais, un peu. Maintenant, elle n'a pratiquement pas parlé des machines. La justice a expliqué que ces machines-là, depuis la passation, il y a eu beaucoup d'irrégularités jusqu'à ce que les machines même soient défectueuses et tout ça. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont fait que les Maliens ont été plongés dans le noir. Des entreprises ont fermé, des gens passent la nuit sans pouvoir avoir l'électricité. D'autres n'ont pas à manger parce que, par exemple, un vulgarisateur qui vit de son travail, s'il n'arrive pas à faire son travail à cause de manque d'électricité, c'est compliqué. Donc, quand la justice atteint ces niveaux-là, je pense que ça va être extrêmement difficile de revenir en arrière. Il faut aller en avant. Et s'il y a des dénonciations que les gens ne sont pas au courant pour le moment, mais que les autres protagonistes sont faites, il faut vraiment que ces dénonciations soient prises en compte et qu'on aille jusqu'au bout du dossier. Alors, aller jusqu'au bout, on a l'habitude d'entendre aussi que ce dossier EDM
ça ne date pas que de cette année ou de l'année dernière, c'est des conséquences de plusieurs années de mauvaise gestion. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est possible que la justice aille au-delà et qu'on puisse remonter jusqu'à 5, 6, voire des années en arrière pour voir tout ce qui n'a pas été fait comme il devait être fait dans les règles de l'art? Je me permets de dire que la justice n'a pas le choix. Elle est obligée d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. Il y va de sa crédibilité. Parce que les Maliens l'observent. Et quand le ministre, Madame le ministre même a fait les révélations, vous vous rappelez qu'elle a dit clairement que tous ceux qui sont impliqués dans ce scandale vont répondre de leurs faits. Et même les anciens. Donc, c'était déjà le message. Et vous voyez aujourd'hui que des anciens directeurs sont interpellés et écroués. Pour la manifestation de la vérité, je crois que tous ceux qui sont au courant aujourd'hui vont dire ce qu'ils savent. Chacun va dire ce qu'il sait dans cette affaire. Qu'il s'agisse du carburant, qu'il s'agisse du marché d'attribution des groupes électrogènes. Et ça va permettre quand même aux Maliens de connaître qui a fait quoi dans cette affaire et à la justice de faire payer les auteurs. En tout cas, chacun va payer pour ses erreurs, sinon ses fautes. Alors, justement, par rapport au carburant, sur le cas spécifique de Mamala, on dit qu'il y a un nombre de litres de gasoil. Oui, justement, tu sais, le processus, c'est connu, quoi. Quand vous concluez un marché avec l'État, que vous devez fournir une quantité donnée, ça dit un certain nombre de litres, et que, au lieu que cette quantité soit fournie, vous fournissez la moitié ou bien les 8/10, ça veut dire que vous n'avez pas honoré vos engagements. Et c'est ce qui est en train d'être découvert. Parce que, vous vous rappelez, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est un certain nombre de quantités qui a été mis à disposition. Et c'est le manquant. Il va être interpellé sur le manquant. Donc, c'est du vol, quoi, en réalité. Mais toujours sur son cas à lui, on se souvient, il n'y a pas très longtemps. Je me rappelle, il n'y a pas assez longtemps. Sur les 800 fournisseurs, la ministre a dit qu'elle allait procéder à un tri. Elle a choisi 4 fournisseurs. Il en faisait partie. Et dans la mouvance même, je crois qu'il est sorti quelque part pour faire un geste, une largesse de 10-20 millions comme ça qu'il a fait en cadeau à l'État. Vous savez, peut-être Madame, avec sa position, ne peut pas tout savoir. C'est vrai, elle est quand même au niveau élevé parce que ministre du département, mais la justice quand même va fouiller et sortir tous les éléments susceptibles, en tout cas, d'édifier elle-même sa lanterne et la lanterne des Maliens. Donc, vous l'avez dit, il y a la présomption d'innocence, hein, mais la justice fera le travail pour que la vérité se manifeste dans cette affaire, pour qu'il s'agisse des cadres incriminés, qu'il s'agisse des opérateurs, que chacun réponde de ses faits. Alors, est-ce que vous pensez que cette affaire peut laisser des traces dans ce que les autorités estiment être la lutte contre la corruption? Est-ce que vous pensez que ça peut laisser des traces? Et si oui, Forcément. quelles traces ça pourrait laisser? Forcément. Et ça va... malheureusement, on a parlé de Securiport comme le plus grand scandale En réalité, c'est l'EDM, le plus grand scandale. Et c'est fait, et malheureusement, c'est tombé sous la transition. Et puis, les 6 milliards dépensés pour satisfaire, pour soulager les populations. Et les gestes du président. Ce n'est pas des dépenses ordinaires. Hein. C'est, comme il a dit, c'est le président qui a pris ça sur lui pour pouvoir le faire. Donc, si vous imaginez que les propres collaborateurs du président de la transition prennent son argent et refusent d'aller dépenser, faire ce qu'il a demandé de faire pour aller faire autre chose avec, pour aller satisfaire leurs propres intérêts personnels avec cet argent-là, et laisser la crise s'aggraver comme ça, il y a 2 problèmes. Moi, je dis qu'il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que soit ces gens-là n'ont pas de respect pour le président de la transition, soit ils n'ont pas de la justice, quoi.
et que on ne peut même pas parler d'un iota de patriotisme dans leur truc. Donc, s'il faut tenir compte de ces éléments-là, c'est que d'abord, ils ont suffisamment exposé le président de la transition. Vous voyez un peu. Et d'ailleurs, la sortie de Mme le ministre n'a pas facilité non plus la tâche, parce que Mme le ministre a dit que c'est le président même qui gère les dossiers. Donc, si malheureusement, jusqu'à plusieurs années après, les gens vont raconter cette histoire-là, que sous la transition, il y a eu ces problèmes-là. Et c'est pour ça que j'espère vraiment, comme il a dit, que la justice va vraiment travailler sur le dossier à hauteur de souhait et que la vérité soit découverte, que les coupables soient les vrais coupables, soient condamnés et que les innocents puissent retourner chez eux. Et est-ce que aussi... Par contre, je voulais ajouter un dernier élément. Vous avez dit si c'était possible que la justice aille en arrière. C'est possible, mais jusqu'à un certain délai. On ne peut pas aller au-delà des 10 ans. Pour le moment, le code pénal, le code de procédure pénale a prévu que les dossiers des crimes, 10 ans après, si un crime est commis, pendant les 10 ans francs, et on peut poursuivre la personne, mais dès que les 10 ans sont révolus, c'est fini, on ne peut plus... ça, c'est la procédure normale. Maintenant, si on fait autre chose, je me dis que c'est pour peut-être forcer la loi, et la loi n'aime pas ça. Il y a justement l'extension aussi qui est sur la table du CNT, qui doit être débattue, je pense, lors des prochaines sessions. Dans ça, c'est pas prévu. La rétroactivité, même l'autre jour, j'ai participé, je pense que le grand frère était là-bas, lui aussi il a même posé des questions. Il y avait la présentation de vœux de Maître Muntagatal à la presse. Ces questions-là sont soulevées. Maître Muntagatal a dit qu'effectivement, même lui, il a proposé la rétroactivité sans date limite sur ces genres de sujets, mais malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Donc, ça veut dire que... Ce que je peux dire à ce niveau, il a souligné un point, que ce scandale est arrivé à un moment où on est dans un processus de transition. Et je dis à ce niveau, et que ça expose le président. Et je veux dire qu'il faut quand même rendre hommage à ces autorités pour avoir quand même pris les responsabilités, pour s'être assumé dans ce dossier. Le président l'a dit, vous vous rappelez lors de sa présentation de votre nouvel an, qu'il ne va protéger personne. Est-ce qu'avec la souffrance que les Maliens vivent actuellement, il y avait un autre choix? Oui, mais ça dit, ne cherchons pas à avoir l'impossible, c'est vrai. Les attentes sont immenses. Mais allons à un rythme soutenu dans une démarche de bien faire et d'atteindre des résultats. C'est ce qui compte. Maintenant, comme le dossier est déjà entre les mains de la justice, je crois que la justice, elle est indépendante. En tout cas, même le Premier ministre aussi a dit qu'il ne sait rien de cette affaire. Donc, ça veut dire que le peuple regarde la justice dans cette affaire. Le président même a dit que même ses collaborateurs s'ils sont impliqués, ils vont répondre à l'affaire. Donc ça rassure. Ça rassure. Alors, c'est la première fois, parce que je ne me rappelle pas que, en tout cas depuis que je suis né, que, en tout cas sous le régime démocratique, ça existe sous Alpha, et sous IBK, et sous ATT, qu'un régime puisse se donner le luxe de traquer des gens qui sont soupçonnés d'être des voleurs de la République, surtout qui sont dans le système. Moi, je crois que c'est une première. Et ce mérite, il faut le reconnaître. Alors, justement, en parlant du peuple, une dernière question pour finir avec ce thème. Est-ce que vous pensez que ce dossier, qui est mis en instruction actuellement, dont on a les derniers développements, va détourner l'attention un peu des Maliens sur ces problèmes d'électricité, ou va accroître un peu plus cette attention envers cela pour la résolution de cette crise énergétique qui est d'abord la priorité aussi des Maliens? Détourner, je n'ai pas compris. Détourner dans le sens où c'est plus la crise énergétique finalement qui est dans
dans leur esprit, mais plutôt l'émanation de la vérité par rapport à ce dossier-là. Oui, en fait, il y a un problème. Hein. Le peuple ne connaît pas les processus, la procédure judiciaire. Le peuple ne peut pas comprendre ça. D'ailleurs, j'ai parlé de ça plusieurs fois. J'ai dit qu'il faut vraiment essayer de sensibiliser pour faire comprendre aux justiciables qui peuvent être assimilés au peuple. C'est quoi le droit, comment est-ce que la procédure, la justice marche et tout ça. Et tout ce que le peuple veut, c'est que la justice soit rendue. Que la justice soit rendue et qu'ils récupèrent ses droits pour que l'électricité peut revenir dans leur service, dans leur maison et dans leur vie quotidienne qu'ils avaient auparavant. Bon, mais je voulais rappeler que quand j'ai dit que ce dossier-là va lâcher une grosse tasse sur la transition et que ça a suffisamment exposé le président, il n'y a pas de doute que ça a exposé le président, mais pas dans le sens qu'il est coupable lui. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que il a fait confiance à des gens qui l'ont trahi. Et ça, c'est clair, quoi. Premièrement. Deuxièmement, il y a un manque flagrant de respect vis-à-vis de lui. Parce qu'un président, un chef de l'État, quand il donne des instructions, ces instructions sont exécutées, pour ne pas dire à la lettre, quoi. Et cela n'a pas été fait. Et puis, ce sont ses très, très proches collaborateurs. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui fait mal. Aujourd'hui, à sa place, moi, j'ai mal. Très bien. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je crois que ce qui me soulage dans cette affaire, c'est surtout... Il ne faut pas croire que cette traque des voleurs de la République va s'arrêter seulement avec le dossier EDM. Je crois que c'est un processus, ça va continuer. Et c'est ce que les Maliens attendent. Attendaient, et aujourd'hui, heureusement que les nouvelles autorités sont en train de répondre, de combler les attentes, en tout cas dans ce sens-là quand même. Et vous l'avez dit avant qu'on rentre ici, que récemment le ministre de la Justice a annoncé quand même des procès sur certains dossiers. Mais je crois que... Et au niveau, je vous informe qu'aujourd'hui, il y a une agence de gestion des biens et avoirs confisqués. Ça veut dire que tous ceux qui seront identifiés comme des voleurs de la République, on va mettre la main sur eux, on va saisir les biens. Et ces biens, quand ils vont être saisis, que ce soit en immeuble, en maison, en jardin ou autre, vont être mis à la disposition de cette agence. Ça veut dire que c'est pour l'État. Si c'est en bail, les ressources qui vont tomber vont dans les caisses de l'État. Ça veut dire qu'on a fait perdre à l'État, l'État a récupéré et voilà. Je crois que c'est salutaire. Alors, je crois que c'est vraiment le cocadier, quoi. Très bien, on va suivre toutes ces affaires-là, le dossier EDM et tous les autres dossiers que vous avez mentionnés. Mais avant cela, on va passer au deuxième thème de la soirée. On a quelques minutes encore. C'est le Sénégal où, depuis le week-end dernier, on a maintenant la liste définitive de ceux qui seront candidats à la prochaine présidentielle du 25 février 2024. Donc, on sait déjà que le président sortant Macky Sall ne se représente pas. Il y a 20 candidats qui ont été retenus. Et ce qui marque, ce qui frappe surtout, c'est la candidature d'Ousmane Sonko et de Karim Wade qui n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Monsieur Sow, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous êtes surpris? Même pas. Même pas. En fait, vous savez, dès qu'on reste légaliste, les choses sont très faciles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ousmane Sonko a été condamné. Malheureusement, malheureusement pour lui, hein, une condamnation récente d'ailleurs. Voilà. Très récente. Et dans cette condamnation, elle est définitive. Quand on dit une condamnation définitive, ça veut dire qu'il n'y a aucune autre voie de recours possible, quoi. Vous voyez un peu. Donc, et dans la loi sénégalaise, dès que vous êtes condamné et que la condamnation elle est définitive, vous ne pouvez plus prétendre aux actes civiques pendant un certain temps, je crois que c'est 5 ans. Donc, c'est ça qui frappe Ousmane Sonko. Maintenant, le seul élément qui m'intrigue un peu dans l'affaire Ousmane Sonko, pourquoi jusqu'à présent un mandat n'a pas été décerné contre lui? Pourquoi il n'est toujours pas en prison? Mais il est en prison, Ousmane Sonko. Non, pas pour ces dossiers-là.
Là, vous savez... Pour d'autres chefs d'inculpation, voilà. quand même, il est en prison. Oui, donc il n'est pas en prison pour ce dossier-là. L'autre dossier pour lequel il est en prison, il peut être candidat. Ça, c'est une détention préventive. Mais l'autre, c'est une détention d'exécution de peine. Donc c'est différent. Normalement, quand on vous condamne avec prison ferme, il faut mettre la personne sous mandat pour qu'il exécute la peine là. C'est ça qui n'a pas été fait. Et je crois que c'est ça qui donne une fenêtre aux avocats de Sonko pour dire que la condamnation n'a pas été exécutée, quoi. Et que de ce fait, normalement, on doit permettre à Sonko d'être candidat. Oui, un peu. Maintenant, en ce qui concerne Karim Wade, ça m'a, au contraire, c'est son côté qui m'a surpris. Fils d'un bon avocat et lui-même un grand connaisseur des institutions, oui, des institutions du Sénégal, il sait très bien que avec ces deux nationalités, il ne peut pas prétendre à une quelconque candidature au Sénégal. Il dit avoir abandonné la nationalité française. Après, que ses conseils aussi il aurait disent. dû faire ça longtemps avant, mais il ne peut pas attendre jusqu'à ce que les candidatures soient ouvertes pour aller chercher à régler, c'est ce qu'on appelle les colmatages, quoi. Et malheureusement, il s'est trouvé dans un piège qui n'a pas marché pour lui. Donc il va falloir qu'il attende encore, quoi. Mais du moment qu'il a abandonné sa nationalité française, est-ce qu'il n'aurait pas été logique que sa candidature soit retenue? Peu importe le temps. Ah non, le temps ça compte, malheureusement. Oui, mais si ça a été fait avant. Ça a été fait après l'ouverture des candidatures. C'était pas en amont, quoi. C'est ça le problème. C'est après l'ouverture des candidatures qu'il a travaillé sur ça. Et ça compte pour le Sénégal. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait que ces deux ont été exclus de la course à la présidentielle va avoir des conséquences? On n'a pas encore vu de manifestation pour le moment jusqu'à présent. Ça fait 3-4 jours déjà que l'annonce a été faite. Même s'il y a aussi quelques ouvertures qui ont été laissées, notamment Bassirou Diomaye Faye, le numéro 2 du parti de Sonko, qui on a accepté la candidature, mais qui, je rappelle, est également en prison, mais pas encore condamné, lui. D'accord, je vous le concède. Après la décision, il n'y a pas eu de réaction. Ce qui peut-être étonne. Bon, peut-être que c'est l'effet Cannes aussi. Oui, mais... Sait-on jamais. Mais j'aurais d'abord souhaité dire que ces mesures qui frappent Sonko et Wade, en tout cas, moi, je ne suis pas surpris. Parce que Sonko, il faut le dire, il est en train de subir une persécution de la part du pouvoir, surtout de Macky Sall. Et parce que c'est un politique, un adversaire redouté et redoutable qu'il est en train de subir. Mais c'est le cas. Vous savez, c'est pourquoi maintenant? Parce que l'affaire le scandale, là, le salon de massage, là, tout est sorti quand on lui a prêté, quand lui-même il a exprimé ses ambitions présidentielles. C'est une façon de lui barrer la route. Et moi je crois que c'est quand même une volonté de l'abattre politiquement. Mais je crois que les Sénégalais ont compris. Les Sénégalais ont compris. Et moi je sais que, je le dis ici une fois, les Sénégalais, quand ils veulent le changement, ils vont le réaliser. Vous savez les conditions dans lesquelles Abdoulaye Wade est arrivé. Quand on avait parlé il y avait le slogan, le Chopi. Ils ont réalisé le changement. Macky est revenu, aussi venu dans un contexte qu'on ne peut pas imaginer. Qui l'aurait cru? C'est pour te dire que aujourd'hui, on va vers des élections au Sénégal avec l'exclusion de ces candidats. Maintenant, si jamais ça se réalisait, moi je crois que ils trouveront une formule quand les gens vont prendre conscience que c'est une persécution, c'est une façon d'abattre des adversaires politiques, ils vont prendre les responsabilités et donner la chance. En tout cas, le candidat de Macky, quand même, on peut lui barrer la route. Et je crois que le temps est parti parce que la dame, l'ancienne, il y a une de ses anciennes collaboratrices là, qui est devenue députée, qui est en train de faire des jérémiades. Je crois qu'il va y avoir une synergie, en tout cas, pour essayer de contrer ces actions et lui barrer la route. Et je suis sûr. Mais est-ce que vous êtes d'accord déjà avec les mots employés, persécution contre Sonko, non. Une synergie de l'opposition? Une synergie de l'opposition, ça va se faire, mais persécution politique, c'est nuancé, parce que le problème c'est quoi? C'est la justice. Et même si l'affaire
le salon de massage avait été sorti il y a plusieurs années, ça n'a pas d'impact sur le processus de la justice. Le ministre de la Justice malien l'a dit l'autre jour. Il faut voir combien de fois, combien de décisions de justice sont intervenues. Le cas Sonko, même pour son inscription sur la liste électorale. Non, la justice avait rendu une décision. C'est de revirement en revirement de décision. Un condamné au Sénégal perd ses droits civiques. Il ne peut pas être sur la liste. Maintenant, si une justice, parce qu'une décision de justice avait donné raison à Sonko, et que cette décision de justice a été cassée en plus haute instance, donc moi je crois qu'il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. La discussion, c'est au niveau de comment est-ce que l'opposition, si on parle politique, hein, pour moi juridiquement, il n'y a pas de débat, quoi. Mais sauf qu'il ne peut pas me dire que Sonko n'est pas victime d'une persécution du pouvoir. Ça, non. On va s'accorder sur votre désaccord. C'est vraiment de la persécution ce qu'il est en train de faire. Il faut que je dise un élément important. Quand Sonko, moi, je vais peut-être lui faire une confidence. Je suis très proche des avocats de Sonko. Mais quand vous voyez le comportement de Sonko vis-à-vis des exigences de l'État ou même de la procédure judiciaire, c'est comme si Sonko lui-même provoque ces situations-là. Et finalement, c'est l'État qui l'emporte, quoi. Donc, selon vous, ça s'est retourné contre lui? Mais c'est clair, parce que, par exemple, vous avez vu, quand il a fait l'affaire de la gendarmette, ce n'était pas nécessaire, premièrement. Deuxièmement, les différentes sorties, même ici, chaque fois j'en parle, ces différentes sorties sur les réseaux sociaux, au lieu de chercher des conférences de presse, par exemple, ou pour aller à son QG, pour faire des meetings et tout ça, pour donner son opinion par rapport à telle ou telle situation, il préfère prendre son téléphone, lui-même, s'asseoir dans son salon ou dans son bureau, pour partir sur sa page Facebook, faire des annonces. Et continuer comme ça, tu t'exposes juridiquement. Parce que tu ne maîtrises pas la procédure judiciaire. Même les spécialistes du droit ont des difficultés parfois en justice. À plus forte raison, un citoyen qui n'a pas un certain nombre de connaissances. Alors, très bien. Merci, monsieur. On va conclure là-dessus, malheureusement. Voilà. On va continuer cette discussion-là prochainement. En espérant qu'il y aura un thème qui se rapporte sur ça. En effet. Merci beaucoup, M. Sow, directeur de publication de Malikile, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Laya Diarra du Soir de Bamako également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. À mercredi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée.